Donc, on est rendu à laquelle? 39e. On est à la 39e vigile. Bonjour tout le monde. Celle du 24 décembre. Et oui, et nous sommes là malgré tout. Il reste 14 vigiles avant qu'on boucle la boucle. Donc, on est fait étrangement le tour du soleil à faire des vigiles tous les samedis. Alors, je suis très heureux de vous accueillir en cette vigile de veille de Noël. Et puis, je vais laisser la parole aux lectures avant intervention plus libre. Alors, s'il y en a qui ont des lectures, ensuite, je vais revenir faire la lecture parce que c'est moi qui vais la faire, j'imagine. Donc, c'est ça ou tu as des lectures Non, à faire? j'ai aucune lecture. Bon, alors, je reviens. Et me revoilà. Va, comme d'habitude, vous faire le feuilleton de l'art de la guerre. Alors, avant tout, résumé de l'article précédent. Alors, les points que j'ai retenus. Le lieu du campement est primordial et il faut absolument que le bon général soit le premier à s'installer. Et même idéalement, il faut non seulement qu'il s'installe le premier, mais qu'il réussisse à décider pour l'ennemi quel sera le lieu de son campement à lui. Et ensuite, une fois que l'ennemi est installé dans son campement, il faut que le bon général insécurise l'ennemi par toutes les tactiques possibles. Et si l'ennemi ne bouge pas, là, il peut sortir et aller l'attaquer. Aussi, il faut être sans cesse aux aguets, et totalement imprévisible. Alors, autant il faut s'attendre à n'importe quoi, autant il faut faire subir n'importe quoi à l'adversaire. Il faut attaquer là où l'ennemi se protège le moins, et si on veut se protéger, il faut protéger partout, et surtout à l'endroit qu'on croit le plus à l'abri de toute attaque. C'est peut-être là que l'ennemi va décider d'attaquer justement. Aussi, ne divisez jamais votre armée, et si l'ennemi commet cette erreur-là, prenez toute votre armée, attaquez la partie la plus faible, la plus petite partie de son armée à lui, et c'est un moyen assuré d'avoir la victoire. Aussi, quand vous attaquez, mettez toujours à l'avant vos meilleurs éléments, et les moins bons éléments vont suivre naturellement les meilleurs éléments. Ensuite, avoir trop d'hommes peut être un désavantage. Une petite armée bien disciplinée est beaucoup plus efficace qu'une grande armée qui ne compte que de nombreux hommes. Et pour terminer, avant de vous engager, lisez dans les yeux de vos hommes, savoir l'état d'esprit dans lequel ils sont. Il y a des batailles qui, parce que les gens n'étaient pas tout à fait dans le bon état d'esprit, ont été perdues. Et à la fin, dernier conseil, une armée doit être comme l'eau, c'est-à-dire qu'elle doit être égale partout. Si vous voyez une partie de votre armée qui sont trop pleines, videz-les un peu. Si vous en voyez qui sont trop vides, remplissez-les un peu. Et comme l'eau, elle doit s'étendre dans toutes les places et remplir tous les espaces vides. Alors, l'art de la guerre, tel que traduit par le père Amyot en 1772. Article 7. De l'affrontement direct et indirect. Sun Tzu dit: après que le général aura reçu du souverain l'ordre de tenir la campagne, il rassemble les troupes et mobilise le peuple. Il fait de l'armée un ensemble harmonieux. Maintenant, il doit mettre son attention à leur procurer des campements avantageux, car c'est de là principalement que dépend la réussite de ses projets et de toutes ses entreprises. Cette affaire n'est pas d'une exécution aussi facile qu'on pourrait bien se l'imaginer. Les difficultés s'y rencontrent souvent sans nombre et de toutes espèces. Il ne faut rien oublier pour les aplanir et pour les vaincre. Les troupes, une fois campées, il faut tourner ses vues du côté du près et du loin, des avantages et des pertes, du travail et du repos, de la diligence et de la lenteur. C'est-à-dire qu'il faut rendre près ce qui est loin, tirer profit de ses pertes mêmes, substituer un utile travail à un honteux repos. Convertir la lenteur en diligence, il faut que vous soyez prêt lorsque l'ennemi vous croit bien loin, que vous ayez un avantage réel lorsque l'ennemi croit vous avoir occasionné quelques pertes, que vous soyez occupé de quelque utile travail lorsqu'il vous croit enseveli dans le repos, et que vous usiez de toutes sortes de diligence lorsqu'il ne croit apercevoir dans vous que de la lenteur. C'est ainsi qu'en lui donnant le change, vous l'endormirez lui-même pour pouvoir l'attaquer lorsqu'il y pensera le moins et sans qu'il ait le temps de se reconnaître.
L'art de profiter du près et du loin consiste à tenir l'ennemi éloigné du lieu que vous aurez choisi pour votre campement et de tous les postes qui vous paraîtront de quelque conséquence. Il consiste à éloigner de l'ennemi tout ce qui pourrait lui être avantageux et à rapprocher de vous tout ce dont vous pourrez tirer quelque avantage. Il consiste encore à vous tenir continuellement sur vos gardes pour n'être pas surpris et à veiller sans cesse pour épier le moment de surprendre votre adversaire. Ainsi, prenez une voie indirecte et divertissez l'ennemi en lui présentant un leurre. De cette façon, vous pouvez vous mettre en route après lui et arriver avant lui. Celui qui est capable de faire cela comprend l'approche directe et indirecte. De plus, ne vous engagez jamais dans de petites actions que vous ne soyez sûr qu'elles tourneront à votre avantage. Et encore, ne le faites point si vous n'y êtes comme forcé. Mais surtout, gardez-vous bien de vous engager à une action générale si vous n'êtes comme assuré d'une victoire complète. Il est très dangereux d'avoir de la précipitation dans des cas semblables. Une bataille risquée mal à propos peut vous perdre entièrement. Le moins qu'il puisse vous arriver, si l'événement en est douteux, ou que vous ne réussissiez qu'à demi, c'est de vous voir frustré de la plus grande partie de vos espérances et de ne pouvoir parvenir à vos fins. Avant que d'en venir à un combat définitif, il faut que vous l'ayez prévu et que vous y soyez préparé depuis longtemps. Ne comptez jamais sur le hasard dans tout ce que vous ferez en ce genre. Après que vous aurez résolu de livrer la bataille et que les préparatifs en seront déjà faits, laissez en lieu de sécurité tout le bagage inutile. Faites dépouiller vos gens de tout ce qui pourrait les embarrasser ou les surcharger, de leurs armes même. Ne leur laissez que celles qu'ils peuvent porter aisément. Veillez, lorsque vous abandonnez votre camp dans l'espoir d'un avantage probable, à ce que celui-ci soit supérieur aux approvisionnements que vous abandonnez sûrement. Si vous devez aller un peu loin, marchez jour et nuit. Faites le double du chemin ordinaire, que l'élite de vos troupes soit à la tête. Mettez les plus faibles à la queue. Prévoyez tout, disposez tout, et fondez sur l'ennemi lorsqu'il vous croit encore à 100 lieues d'éloignement. Dans ce cas, je vous annonce la victoire. Mais si, ayant à faire 100 lieues de chemin, avant que de pouvoir l'atteindre, vous n'en faites de votre côté que 50, et que l'ennemi s'étant avancé, en effet, autant, de 10 parties, il y en a 5 que vous serez vaincu, comme de 3 parties, il y en a 2 que vous serez vainqueurs. Si l'ennemi n'apprend que vous allez à lui que lorsqu'il ne vous reste plus que 30 lieues à faire pour pouvoir le joindre, il est difficile que, dans le peu de temps qui lui reste, il puisse pourvoir à tout et se préparer à vous recevoir. Sous prétexte de faire reposer vos gens, gardez-vous bien de manquer l'attaque, dès que vous serez arrivé. Un ennemi surpris est à demi vaincu. Il n'en est pas de même s'il a le temps de se reconnaître. Bientôt, il peut trouver des ressources pour vous échapper, et peut-être même pour vous perdre. Ne négligez rien de tout ce qui peut contribuer au bon ordre, à la santé, à la sûreté de vos gens, tant qu'ils seront sous votre conduite. Ayez grand soin que les armes de vos soldats soient toujours en bon état. Faites en sorte que les vivres soient sains et ne leur manquent jamais. Ayez attention à ce que les provisions soient abondantes et rassemblées à temps. Car si vos troupes sont mal armées, s'il y a 10 aides de vivres dans le camp, et si vous n'avez pas d'avance toutes les provisions nécessaires, il est difficile que vous puissiez réussir. N'oubliez pas d'entretenir des intelligences secrètes avec les ministres étrangers et soyez toujours instruits des desseins que peuvent avoir les princes alliés ou tributaires, des intentions bonnes ou mauvaises de ceux qui peuvent influer sur la conduite du maître que vous servez et vous attirer des ordres ou des défenses qui pourraient traverser vos projets et rendre par là tous vos soins inutiles. Votre prudence et votre valeur ne sauraient tenir longtemps contre leur cabale ou leurs mauvais conseils. Pour obvier à cet inconvénient, consultez-les dans certaines occasions, comme si vous aviez besoin de leur lumière. Que tous leurs amis soient les vôtres. Ne soyez jamais divisés d'intérêt avec eux. Cédez-leur dans les petites choses. En un mot, entretenez l'union la plus étroite qu'il vous sera possible. Ayez une connaissance exacte et de détail de tout ce qui vous environne. Sachez où il y a une forêt, un petit bois, une rivière, un ruisseau, un terrain aride et pierreux, un lieu marécageux et malsain, une montagne, une colline, une petite élévation, un vallon, un précipice, un défilé, un champ ouvert. Enfin, tout ce qui peut servir ou nuire aux troupes que vous commandez.
S'il arrive que vous soyez hors d'état de pouvoir être instruit par vous-même de l'avantage ou du désavantage du terrain, ayez des guides locaux sur lesquels vous puissiez compter sûrement. La force militaire est réglée sur sa relation au semblant. Déplacez-vous quand vous êtes à votre avantage et créez des changements de situation en dispersant et concentrant les forces. Dans les occasions où il s'agira d'être tranquille, qu'il règne dans votre camp une tranquillité semblable à celle qui règne au milieu des plus épaisses forêts. Lorsqu'au contraire, il s'agira de faire des mouvements et du bruit, imitez le fracas du tonnerre. S'il faut être ferme dans votre poste, soyez-y immobile comme une montagne. S'il faut sortir pour aller au pillage, ayez l'activité du feu. S'il faut éblouir l'ennemi, soyez comme un éclair. S'il faut cacher vos desseins, soyez obscurs comme les ténèbres. Gardez-vous, sur toute chose, de faire jamais aucune sortie en vain. Lorsque vous ferez tant que d'envoyer quelques détachements, que ce soit toujours dans l'espérance ou, pour mieux dire, dans la certitude d'un avantage réel. Pour éviter le mécontentement, faites toujours une exacte et juste répartition de tout ce que vous aurez enlevé à l'ennemi. Celui qui connaît l'art de l'approche directe et indirecte sera victorieux. Voilà l'art de l'affrontement. À tout ce que je viens de dire, il faut ajouter la manière de donner vos ordres et de les faire exécuter. Il est des occasions et des campements où la plupart de vos gens ne sauraient ni vous voir ni vous entendre. Les tambours, les étendards et les drapeaux peuvent suppléer à votre voix et à votre présence. Instruisez vos troupes de tous les signaux que vous pourrez employer. Si vous avez à faire des évolutions pendant la nuit, faites exécuter vos ordres au bruit d'un grand nombre de tambours. Si au contraire, c'est pendant le jour qu'il faut que vous agissiez, employez les drapeaux et les étendards pour faire savoir vos volontés. Le fracas d'un grand nombre de tambours servira pendant la nuit autant à jeter l'épouvante parmi vos ennemis qu'à ranimer le courage de vos soldats. L'éclat d'un grand nombre d'étendards, la multitude de leurs évolutions, la diversité de leurs couleurs et la bizarrerie de leur assemblage, en instruisant vos gens, les tiendront toujours en haleine pendant le jour, les occuperont et leur réjouiront le cœur, en jetant le trouble et la perplexité dans celui de vos ennemis. Ainsi, outre l'avantage que vous aurez de faire savoir promptement toutes vos volontés à votre armée entière, dans le même moment, vous aurez encore celui de lasser votre ennemi, en le rendant attentif à tout ce qu'il croit que vous voulez entreprendre, de lui faire naître des doutes continuels sur la conduite que vous devez tenir et de lui inspirer d'éternelles frayeurs. Si quelque brave veut sortir seul hors des rangs pour aller provoquer l'ennemi, ne le permettez point. Il arrive rarement qu'un tel homme puisse revenir. Il périt pour l'ordinaire, ou par la trahison, ou accablé par le grand nombre. Lorsque vous verrez vos troupes bien disposées, ne manquez pas de profiter de leur ardeur. C'est à l'habileté du général à faire naître les occasions et à distinguer lorsqu'elles sont favorables. Mais il ne doit pas négliger pour cela de prendre l'avis des officiers généraux, ni de profiter de leur lumière, surtout si elles ont le bien commun pour objet. On peut voler à une armée son esprit et lui dérober son adresse, de même que le courage de son commandant. Au petit matin, les esprits sont pénétrants. Durant la journée, ils s'alanguissent, et le soir, ils rentrent à la maison. Lorsque donc que vous voudrez attaquer l'ennemi, choisissez pour le faire avec avantage le temps où les soldats sont censés devoir être faibles ou fatigués. Vous aurez pris auparavant vos précautions, et vos troupes reposées et fraîches auront de leur côté l'avantage de la force et de la vigueur. Tel est le contrôle du facteur moral. Si vous voyez que l'ordre règne dans les rangs ennemis, attendez qu'il soit interrompu, et que vous aperceviez quelque désordre. Si leur trop grande proximité vous offusque ou vous gêne, éloignez-vous afin de vous placer dans des dispositions plus sereines. Tel est le contrôle du facteur mental. Si vous voyez qu'ils ont de l'ardeur, attendez qu'elles se ralentissent et qu'ils soient accablés sous le poids de l'ennui ou de la fatigue. Tel est le contrôle du facteur physique. S'ils se sauvent sur des lieux élevés, ne les y poursuivez point. Si vous êtes vous-même dans des lieux peu favorables, ne soyez pas longtemps sans changer de situation. N'engagez pas le combat lorsque l'ennemi déploie ses bannières bien rangées et de formation en rang impressionnant. Voilà le contrôle des facteurs de changement des circonstances. Si, réduits au désespoir, ils viennent pour vaincre ou pour périr, évitez leur rencontre. À un ennemi encerclé, vous devez laisser une voie de sortie. Si les ennemis réduits à l'extrémité abandonnent leur camp et veulent se frayer un chemin pour aller camper ailleurs, ne les arrêtez pas. S'ils sont agiles et lestes, ne courez pas après eux. S'ils manquent de tout, prévenez leur désespoir. Ne vous acharnez pas sur un ennemi aux abois. Voilà à peu près ce que j'avais à vous dire sur les différents avantages que vous devez tâcher de vous procurer
lorsqu'à la tête d'une armée, vous aurez à vous mesurer avec des ennemis qui, peut-être aussi prudents et aussi vaillants que vous, ne pourraient être vaincus si vous n'usez de votre part des petits stratagèmes dont je viens de parler. Merci. Donc, il n'y a pas d'autres textes, je suppose, à moins que Lutte avait parlé, peut-être parler de la... Oui, c'est quelque chose. Veux-tu parler un petit peu le temps que je me réchauffe? Oui, ok, oui, je vais parler un petit peu. C'est ça, on est le 24 décembre, donc c'est la veille de Noël, habituellement. Bon, il y a eu beaucoup de commentaires sur les Facebook et tout ça, comme quoi, beaucoup, j'exagère. Il y a eu quelques commentaires qui disaient que, ah oui, le 24, la veille de Noël, vous osez, vous prenez pas congé, t'sais. Et puis, j'aimerais signifier que présentement, à Moscou, il y a 200 000 personnes qui sont en train de manifester là, contre les élections, les fraudes électorales qu'il y a eu pour Poutine. Et en Égypte, présentement, il doit y avoir beaucoup de gens quand même sur la place Tahrir. Combien tu dirais qu'il y aurait des gens en Égypte? En Syrie. En Syrie, en ce moment, là, il y a encore des gens qui sont en train de se faire tuer dans les rues présentement pendant qu'on se parle. Donc, je comprends l'idée là, que c'est sûr que nous, au Québec, là, c'est peut-être pas la même situation démocratique, mais on a tendance à trouver que c'est pas la même situation démocratique. C'est peut-être parce que c'est bien ficelé, parce qu'on est à un niveau où la majorité des Québécois prennent toujours leurs droits et leur situation comme acquise. Et ça, c'est quelque chose qui est à discuter. Là, dans le temps des fêtes, si vous voyez ce YouTube-là et que vous rencontrez de la famille et tout ça, d'avoir une discussion sur le fait que les droits et le confort est quelque chose d'acquis au Québec. On entend chaque jour des histoires d'usines qui ferment et puis de privatisation de services et tout ça au gouvernement. Donc, peut-être que c'est pas si acquis que ça. Peut-être qu'il y a à se battre pour les garder, pas que ça se perde. Je sais que le combat, je sais que l'année 2011 a quand même été assez contestataire pour plein de choses, mais là, c'est de voir là, la tendance qui se maintient, puis tout ça, puis les élections qu'il va y avoir au printemps, là, savoir si Legault est élu, s'il y a quelque chose qui va changer. J'espère que vous allez réfléchir à tout ça, et puis c'est à peu près ça que j'avais à dire. Je voudrais remercier tout le monde qui sont ici présentement. Là. Je veux dire, c'est quand même quelque chose, là, malgré les obligations familiales et tout. Ça prouve que ça nous tient véritablement à cœur et qu'on est prêt à se retrouver ici une veille de Noël. Et puis je remercie aussi, et là je comprends aussi les gens qui se sont pas présentés pour des obligations, je veux dire familiales et tout ça. Et puis j'aimerais les remercier aussi. J'aimerais remercier tous les participants de mars 2011 depuis le mois de mars qui se sont présentés ici là, chaque samedi et puis qui ont su résister et puis qui se sont exprimés contre le vide démocratique ambiant et le fait qu'on n'a toujours pas de constitution depuis 30 ans et le fait qu'on a un premier ministre qui agit de manière illégitime et qu'il faut qu'il démissionne et qu'il faut le foutre dehors. Donc nous continuons à être présents pour signifier que nous voulons résolument qu'il démissionne et qu'il se fasse foutre dehors. Donc merci tout le monde et puis c'est à peu près ça. Joyeux Noël. Oui, joyeux Noël à tout le monde, à tous les Québécois. Je connais juste une petite chose parlant de Noël. Il y en a tellement pour qui, de ce temps-là au Québec, c'est comme un mot banni. Je voulais juste souligner qu'il y a Anne-Marie Dussault, dans son émission d'avant-hier, 24-60, qui a insisté à toutes ses invités. Elle leur souhaitait joyeux Noël. Oui. On voyait qu'elle le faisait avec insistance. Et j'ai remarqué aussi que c'était la même chose pour Benoît Dutrisac. Oui. Alors, je les remercie oui. et je leur souhaite joyeux Noël. Oui. Voilà. Il y en a peut-être eu d'autres. Non, mais Anne-Marie Dussault, moi, je l'ai vue
depuis le début du temps des fêtes, moi, je remarque qu'elle souhaite joyeux Noël à la plupart de ses invités. Là, Et donc, elle insiste. oui, puis elle insiste. Et puis, oui. Bon, petit cadeau. Merci pour ton idée. Ça, on va faire un petit machin. Bon, alors, Thierry Vincent. Hein? Oui, tu peux l'allumer. On va s'allumer. Vas-y. Symbolique. Oui, c'est ça. On va profiter, vous me pardonnerez, on va profiter de l'occasion pour faire un peu de poésie symbolique. Là, je vais en profiter. J'adore faire ce genre d'analyse, alors on va en faire. Alors, en fait, aujourd'hui, on est le 24 décembre. Et il ne faut pas oublier qu'on est à 6 mois, dans un sens ou dans l'autre, du 24 juin, qui est notre fête nationale. Et notre fête nationale, c'est le solstice d'été. Et en ce moment, nous sommes au solstice d'hiver. Et quel est le sens des solstices? On a décidé que, les chrétiens et les chrétiens en général, merci. Et vous pouvez vous rapprocher dans l'image, ça fasse plus joli. Non. Ça va. Et non. C'est bon, ça sert mon propos. C'est ça. Alors, non, ça va, tu peux être dans le champ. OK. Non, tu peux être là. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça, tout ça pour dire que les chrétiens ont décidé de mettre la naissance de Jésus, qui part l'ère dans laquelle nous sommes, le 25 décembre. Mais le 25 décembre, en fait, c'est une très ancienne célébration, qui est une célébration qui est celle du retour de la lumière et du retour du soleil et du retour de l'espoir. Et c'est quelque chose de... Ah, merci. Donc... Tenez-les peut-être penchés parce que je suis pas sûr que ça coule pas n'importe comment. C'est bougie. C'est pas de la haute qualité. Donc, mais d'une jolie couleur quand même. Ce qui est d'important de savoir, c'est que le solstice d'hiver, qui est le moment des nuits les plus longues, c'est une célébration, une espèce de fête de la lumière pour tenter de rétablir la lumière dans le monde et de ramener la lumière parmi nous. Tandis que la Saint-Jean-Baptiste, c'est plus une fête qui est autour d'un grand feu, qui est le symbole de l'union et de la fusion de tout le monde. Mais au contraire, qu'est-ce qu'on a comme symbole à Noël? On n'a pas de grand feu. Plus fort. On n'a pas de grand feu de joie comme la Saint-Jean-Baptiste à Noël. On a des chandelles, des bougies et l'équivalent moderne, des petites lumières électriques les plus nombreuses possibles, les plus colorées possibles, parce que ces lumières-là représentent d'une certaine manière l'individualisation, si vous voulez. Ils représentent l'importance. L'union est importante, mais avant de créer une union, il faut savoir quels sont tous les composants de ce qui va être uni. Et c'est au moment le plus sombre, au moment où on se pense dans le désespoir et dans les ténèbres, que c'est le moment de compter sur ses propres forces personnelles, c'est-à-dire se regarder soi-même en tant qu'individu et se dire, qui suis-je? Quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes forces? Qu'est-ce que je peux apporter aux autres? Et c'est le moment où on rentre en soi-même d'une certaine manière et on commence à regarder d'abord ses proches et tranquillement le chemin se fait vers les autres communautés, vers les autres personnes et tranquillement on arrive 6 mois plus tard à une espèce de grande union, de grande fusion. C'est ça, chaque année, c'est une espèce de mouvement perpétuel pour ramener la lumière jusqu'à une espèce de fusion qui ramène le moment où la lumière va redescendre. Bon, c'est un peu de la symbolique, tout ça. Il y a des commentaires ou des contestations? Non, vous approuvez? Bon, c'est bien. Alors, l'important, c'est de se dire que chaque fois qu'on est dans un moment de désespoir, de ténèbres, de tristesse, c'est peut-être le moment où justement le balancier va aller dans l'autre sens et où tranquillement on peut se réunir, on peut repartir des forces et repartir vers quelque chose. Et je pense que c'est ça fondamentalement qui est célébré dans le solstice, peu importe les religions qui les couronnent par la suite, et que ce qui est important de savoir, c'est quelque chose que je dis depuis quelques mois, c'est qu'avant d'unir des forces, il faut définir chacun des éléments, chacune des particules des forces qui existent. Et au Québec, dites-vous que nous sommes 8 millions de petites flammes, et ces 8 millions de petites flammes-là, c'est ça qui s'appelle Québec dans le monde. Et c'est chacun d'entre nous, chacun d'entre vous.
qui sommes ça. Chacun est important, chacun est primordial et essentiel, et chacun doit bien se connaître avant de commencer à s'associer aux autres. Le truc aussi que je voulais dire avant de finir, c'est que je pense que dans l'espèce de grandes discussions ou de combats idéologiques qu'on mène, il est important de ne pas céder à la confusion. Et oui, c'est pas grave que ça se rééteigne, ça sert mon propos. Au Québec, c'est venteux. Oui, c'est ça. Et donc, oui, c'est vrai, de quel côté ils vendent d'ailleurs? Un peu. C'est par là? Okay. Ça part du nord vers le sud. Bon, ben, je vais mettre ma main. Donc, je pense qu'il y a deux aspects. Il ne faut pas céder à la confusion. Ne pas se laisser embrouiller et rester dans le brouillard. Et il faut faire flèche de tout bois et tirer parti de tout. Tout est important. Il ne faut pas commencer à être sectaire et à se couper de certaines choses. Et j'aimerais qu'on ne confonde pas certaines même pas des valeurs, certains aspects essentiels de l'existence, et c'est en les confondant qu'on leur donne des côtés mauvais ou négatifs. Le spirituel est important, mais il ne faut pas confondre le spirituel avec le culturel. Le culturel est important, mais il ne faut pas le confondre avec le politique. Le politique est important, il ne faut pas le confondre avec l'économique. Et l'économique est important, mais il ne faut pas le confondre avec la peur et la peur de manquer de choses. Et je pense que quand on confond, par exemple, le spirituel et le culturel, on a ce qu'on appelle des religions et des guerres de religion. Chaque culture est importante, mais il ne faut pas que les cultures s'écrasent les unes les autres. Aucune culture doit dominer une autre culture. Et toutes les cultures ne sont au niveau, quand elles s'approchent du spirituel, ne sont que des chemins, c'est Krishnamurti, je pense, qui disait ça, ce ne sont que des chemins vers la vérité, des chemins différents qui vont tous au même endroit. Aucune doit écrabouiller les autres. Tout est important là-dedans. De la même manière pour la politique est une bonne chose, mais si la politique devient une espèce de culture en tant que telle, là, on arrive dans des états de guerre parce que la culture doit être préservée à tout prix et tout. Oh, excuse-moi. Là, les deux vite, Je peux en alimenter un. excuse-moi, je mets de la cire. Ah ben là, je t'apprends tous les éléments. Oups! Ah. OK. Bon. De toute façon, cette réflexion est semi-improvisée, donc je ne l'élaborerai pas plus que ça pour discuter tout ça, mais bon, vous avez saisi l'esprit général, j'espère. C'est-à-dire que essayez de regarder chaque élément séparément. Dans un premier temps, dans un second temps, on commence à assembler les pièces de l'horlogerie, du mécanisme, et ensuite on a une machine qui fonctionne. Je crois que c'est notre travail cet hiver. Profitons de la pause du temps des fêtes pour nous ressourcer, pour regarder en nous-mêmes, pour regarder qui on est individuellement. Ensuite, commençons à tisser des liens et on commence dès le début de l'année 2012, qui sera une grande année, une année pleine de transformations et de changements, je le sens, à tout niveau, et surtout au niveau de transformation politique, alors que chacun profite de la pause qu'il y a en ce moment, rentre en lui-même un petit peu pendant la petite trêve qu'on a dans nos vies qui sont un peu effrénées, et puis ensuite, on repart en 2012. Merci beaucoup de votre attention. Alors, quelqu'un a autre chose à dire ou c'est à peu près ça? Moi, joyeux Noël et bonne année. Bonne année. Dans 2 vigiles, je vous dirai bonne année. Et joyeux Noël. Non, c'est à peu près ça que j'ai ajouté. Non, j'ai rien à ajouter. Je trouve que c'était très beau. Puis, OK, merci. Non, mais moi aussi, je le sens que... cette année, il y a eu une prise de conscience quand même. Je sens qu'il y a beaucoup de gens qui prennent conscience de ce qui se passe. Je sais pas, j'ai beaucoup de mes amis qui vont blâmer la situation économique et tout ça sur le fait que les gens ils commencent à se poser des questions et tout ça, mais je sens qu'il y a une prise de conscience au niveau de ce que c'est la démocratie et de ce que c'est discuter entre nous, et une prise de conscience aussi au niveau de son voisin, et que ce qu'on peut faire peut influencer notre voisin, et ce que notre voisin peut faire peut nous influencer. Donc,
je sens qu'il y a une prise de conscience beaucoup plus accélérée. Je veux dire, l'année passée, tout ce que je voyais, c'était beaucoup de cynisme. Et puis je sais pas si c'est parce que je participe au vigile ou c'est parce que je rencontre des gens conscientisés, mais j'ai des discussions avec ma famille, avec des amis que j'avais pas il y a peut-être 4-5 ans, là, ou des choses comme ça. Donc c'est ça. Oui, je sens que 2012 va être une grande année de prise de conscience. Il va y avoir des risques à prendre, il va y avoir des décisions à prendre en tant qu'individu là, par rapport à notre mode de vie, par rapport à comment on vit et tout ça. Et puis, mais je sens qu'on n'aura pas le choix de faire avec. Ça va se heurter à nous et on n'aura pas le choix de faire avec et il va falloir prendre certaines décisions. Alors, soit que ça va être pour le mieux, soit que ça va être pour le pire. Moi, je souhaite que ce sera, et je sens que ce sera pour le mieux. Et donc, je sens que c'est quelque chose d'inévitable l'année qui s'en vient. Internationalement, là, pas seulement au Québec, mais au Québec aussi. Je sens que ça va être une année charnière pour l'évolution démocratique des Québécois. C'est dur d'applaudir avec une chanson. Oui. Alors, clap, clap, on applaudit. Bon, est-ce que quelqu'un a autre chose à dire ou non, c'est beau. Tu as la déclaration pas loin? Oui, j'ai la déclaration. Bon, tu veux que je la lis? Tu veux la lire? Oui, ben, tu peux la lire. Bon, tant qu'à faire. Ah, oui. Ben oui, on souhaite joyeux Noël à tout le monde. Alors, oui, on souhaite joyeux Noël à Jean Charest aussi. Et moi, je vais le répéter, même si c'est personnel, Jean Charest, je n'ai rien contre lui en tant qu'individu. J'en fais un symbole personnellement, c'est dans ce sens-là que je lis la déclaration. J'en fais un symbole de la politique, d'une politique et d'une attitude qu'on ne veut pas, et ça va jusqu'au fédéralisme. On ne veut pas que les Québécois soient des fédéralistes fondamentalement, on veut qu'ils deviennent fiers d'eux, fiers de leur peuple, fiers de leur pays. Et le fédéralisme a été tenté, il y a eu tous les essais possibles, et je pense que toute l'histoire récente et lointaine a montré qu'on n'a jamais rien eu à notre avantage de ce côté-là. Et ne serait-ce que, comment je peux dire, de manière cérébrale et sereine, on regarderait ça à tête reposée, on ferait les calculs économiques au niveau culturel, à tous les niveaux, et on verrait qu'on va être amis avec le Canada quand on va être indépendant. On est voisins, on peut pas se séparer, on ne fera pas de se séparer physiquement, je veux dire, on ne fera pas de mur, on ne fera pas de fossé. Oui, la géographie va rester la même, ça va être nos alliés pareils, on va être amis comme on est amis avec les Américains ou comme on peut être sympathique aux Américains. Mais on n'a pas à dépendre de leur philosophie. On a été conquis militairement à une certaine époque. On en a assez, on ne veut pas que ça arrête. On ne veut pas rester dans cet état-là. Il y a, je ne peux plus m'arrêter, c'est épouvantable. je vais m'arrêter là-dessus pour dire que, fondamentalement, c'est suivant certaines discussions qu'il y a eu au Club des Ex à Radio-Canada cette semaine. Et moi, ce que j'aimerais répondre en vrac à ce qui a été dit dans tous les sens, c'est qu'on a été conquis il y a 250 ans et on avait le choix entre l'assimilation et la résistance. Et nos ancêtres, d'une manière ou d'une autre, ont choisi la résistance parce qu'on parle encore français. Le Canada n'est pas un pays franglais qui s'est créé une langue qui est tirée de l'anglais et du français ou il n'est pas devenu complètement anglophone. Il est resté un bloc francophone qui n'a pas voulu s'assimiler. Donc ce bloc non assimilable, je pense qu'il a pris la décision depuis très longtemps de suivre son propre destin. Je lis la déclaration pour m'arrêter de parler. Bon, déclaration. Nous sommes arrivés à ce qui commence. Lorsqu'un gouvernement élu par le peuple cesse d'agir dans l'intérêt de celui-ci, ignore délibérément et obstinément les réclamations légitimes de celui-ci, croyant gagner à l'usure par le mensonge et l'abus de son autorité, ce qu'il ne peut obtenir dans la transparence et l'honnêteté la plus élémentaire, les citoyens et citoyennes de ce peuple ont le devoir et la responsabilité de le destituer. Dans tous les régimes démocratiques du monde, le mécontentement populaire à l'égard d'un gouvernement et de ses politiques peut et doit s'exprimer à l'occasion d'élections périodiques. Le statut équivoque et indéterminé du Québec dans le système fédéral canadien réclame des actions résolument distinctes de la part de ses citoyennes et citoyens. C'est à défaut d'appartenir concrètement, légalement, constitutionnellement au Canada que le Québec peut et doit, en des temps de crise majeure comme ceux que nous traversons, exercer une autorité inédite et sans précédent.
en décidant d'agir, de révoquer ceux qui nous gouvernent, malgré toutes les réserves que commande une démocratie que nous estimons et respectons plus que tout, le Québec fonde par le fait même son indivisible appartenance, une et inaliénable, laquelle s'inscrit dans les limites historiquement et politiquement reconnues de son territoire. Nous sommes arrivés à ce qui commence. Bravo. Bravo. Je vais m'applaudir parce que vous pouvez pas, vous avez déjà. Alors, merci et à la prochaine. Merci pour le... Bon, alors je peux plus applaudir. Alors, et très joyeux Noël une dernière fois. Joyeux Noël, tout le monde. Joyeux Noël.